Saint-Pétersbourg, décembre 1916, dans l'enceinte du palais Yusupov. 3 coups de feu retentissent. L'homme visé a une réputation sulfureuse. Il a pour nom Grigori Raspoutine. On lui prête des visions de la Vierge Marie, mais aussi des excès en tout genre. Était-il un saint ou un débauché? De récents travaux jettent un éclairage nouveau sur son parcours. C'était pas un homme banal. Bien entendu qu'il n'était pas banal, mais c'était pas un saint. L'histoire de Grigori Raspoutine est celle d'un modeste paysan sibérien devenu l'éminence grise du dernier tsar de Russie. Cette ascension va lui permettre d'influer sur la vie politique d'un empire démesuré, marqué par des antagonismes extrêmes. Seules quelques familles privilégiées peuvent se permettre de vivre dans des demeures aussi somptueuses que le palais d'hiver, la résidence de la dynastie Romanov à Saint-Pétersbourg. À la tête de la mosaïque multiethnique de l'Empire russe se trouve le tsar Nicolas II. Lorsqu'il monte sur le trône à 26 ans, il ne se sent pas prêt à gouverner et confie à un cousin: Je n'entends rien aux affaires de l'État. Je ne sais même pas comment m'adresser à un ministre. Jamais je n'ai souhaité devenir tsar. Nicolas compte parmi ses ancêtres de nombreux princes germaniques. Son épouse, Alix de Hesse-Darmstadt, est elle-même allemande. Par amour pour lui, celle qui devient en Russie Alexandra Fyodorovna se convertit à la religion orthodoxe. Nicolas II règne sur plus de 170 millions de sujets répartis dans un empire qui s'étend de la mer Baltique à l'océan Pacifique. Son manque de sens politique l'empêche de comprendre les violents soubresauts de son époque. Et son caractère indécis le pousse à calquer sa politique sur celle de son père, autocrate conservateur. Mais la Russie vit une crise profonde. Il se considérait comme un monarque de droit divin, un souverain absolu. Cette conviction limitait sa marge de manœuvre. Il ne pouvait pas voir les choses autrement. Il aimait la vie de famille. Il tenait à préserver sa sphère privée. Il n'était jamais aussi heureux que lorsqu'il parvenait à s'arracher à sa charge, à ses fonctions, pour aller retrouver sa famille. Ce repli sur la vie privée tranche avec les us et coutumes de la cour impériale. Après 10 ans de mariage, Alexandra Fyodorovna donne enfin naissance à un héritier mâle. Mais l'enfant est hémophile. La moindre blessure pourrait lui être fatale. La tsarine consacre désormais sa vie à protéger le tsarévitch, dont la maladie est un secret d'État. Elle a épousé Nicolas et leurs 4 premiers enfants ont été des filles.
Vous imaginez ce que ça veut dire dans un régime monarchique. Une première fille, hurrah. Une deuxième, bon, ok, normal, mais une troisième, puis une quatrième fille, que se passe-t-il? Le rôle d'une impératrice est avant tout de donner naissance à un héritier mâle. Et lorsqu'enfin le garçon tant attendu arrive, on s'aperçoit qu'il est atteint d'une maladie mortelle. Alexandra Fyodorovna n'avait pas les nerfs très solides. À la naissance de son fils, elle est devenue plus instable encore. Aujourd'hui, elle aurait suivi une psychanalyse. Cela l'aurait aidé. Je pense que Raspoutine lui a tenu lieu à l'époque de psychanalyste. L'impératrice sait que c'est elle qui a transmis au petit Alexis le gène responsable de sa maladie. Profondément croyante, elle s'entoure pourtant de guérisseurs et de charlatans. L'arrivée de Raspoutine à la cour est pour elle un petit miracle. Le moine errant voit le jour en 1869 à Pokrovskoïe, au cœur des grands espaces de la Sibérie occidentale. Il grandit dans le rude quotidien d'une famille de paysans et, souvent en délicatesse avec la loi, se fait une réputation de vaurien. Mais il révèle aussi très tôt des talents singuliers. Il sait calmer les chevaux récalcitrants et possède un don de divination. Entre son modeste village natal et les luxueux palais de Saint-Pétersbourg, s'étend l'Oural, avec ses forêts à l'infini. Un monde sépare ces deux milieux. À 8 ans, alors que Grigori, atteint d'une grave pneumonie, délire sous l'effet de la fièvre, une belle dame lui apparaît. Le pope local déclare sans hésiter qu'il s'agit de la Vierge Marie. D'autres visions persuadent bientôt le jeune garçon que les puissances célestes l'ont doté de dons particuliers. Dès l'âge de 16 ans, il consulte les ermites des sanctuaires voisins. Puis, à 28 ans, il entame son grand pèlerinage. Des milliers de kilomètres sur les routes de Russie qui le mènent jusqu'au mont Athos, en Grèce. De village en village, de monastère en monastère, il se façonne un personnage de mystique, devin et guérisseur. Au fil de son errance, il approfondit également sa connaissance de la nature humaine. Saint-Pétersbourg est alors la capitale de l'Empire russe. Le luxe des boutiques, le faste des palais et l'éclat somptueux des églises font forte impression sur le fils de paysan. Tout comme l'omniprésence diffuse du pouvoir impérial. Autant de signes de la puissance et de la richesse du pays. Il règne dans les salons de la noblesse une atmosphère de fin du monde, mais aussi une grande curiosité pour le surnaturel et le spiritisme sous toutes ses formes. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois à Saint-Pétersbourg en 1904, Grigori Raspoutine avait déjà une réputation de moine itinérant. Il était porteur d'une lettre de recommandation, avec laquelle il s'est présenté à la porte du monastère Alexandre Nevski. Il a d'abord été affecté au Te Deum, puis il s'est efforcé d'entrer dans les bonnes grâces du recteur de l'académie spirituelle, le père Serge. Le principal atout de Raspoutine est sa force spirituelle évidente. Très vite, des bruits courent sur ses facultés hors du commun. On raconte qu'il lit l'avenir, mais surtout qu'il arrête le saignement des plaies.
Il parlait simplement, comme un conteur, ce qui lui permettait de communiquer facilement avec les enfants. Une fois dans l'intimité de la famille impériale, il parlait beaucoup avec les enfants du tsar, en particulier avec le tsarévitch Alexis. Et il savait apporter des réponses simples à des questions philosophiques complexes. Le moine est accompagné d'une cohorte croissante de fidèles qui boivent ses paroles, comme si chacun de ses mots était une révélation divine. Son regard perçant impressionne. Raspoutine est invité aux réceptions de la noblesse. Il est présenté comme un homme de Dieu, doté d'exceptionnels talents de prophète et de guérisseur. Très vite, il devient la coqueluche des dames de la haute société en mal de distraction qui attendent de lui des miracles. Mais cette vie mondaine l'épuise. Il ressent régulièrement le besoin de partir se ressourcer dans sa lointaine Sibérie. À Saint-Pétersbourg, il a la nostalgie de son paisible village. Et ses enfants, 2 filles et un fils, lui manquent. Comme les habitants de Pokrovskoï, plus de 80% de la population russe vit alors dans la misère. La Russie est un pays agricole et arriéré, prisonnier d'un régime autocratique dépassé. Contrairement à bon nombre d'États européens, elle ne possède au début du XXe siècle ni parlement, ni constitution. Les nobles, eux, multiplient les fêtes somptueuses. Léon Tolstoï dénonce la situation dès 1894. L'état général du peuple est le suivant. Soumission et découragement. D'un côté, les ministres et les gouverneurs, intéressés, ambitieux, avides de gloire, d'influence et de pouvoir. De l'autre, les enfants malingres, les peuplades dégénérées, les hommes qui cohabitent avec leurs bêtes et le travail incessant et abrutissant. Depuis le XIXe siècle, une résistance s'organise cependant contre l'ordre établi. Des émeutes éclatent début 1905, dans le contexte du désastreux conflit russo-japonais. Le 22 janvier, ou le 9 selon le calendrier julien en vigueur dans la Russie tsariste, plus de 100 000 ouvriers grévistes manifestent pacifiquement devant le palais d'hiver dans l'intention de remettre une supplique au tsar. Mais l'armée reçoit l'ordre d'ouvrir le feu et plus de 200 manifestants sont tués. Ce jour est baptisé Dimanche rouge. Le peuple rejette la responsabilité du massacre sur son souverain. Le pays menace de sombrer dans le chaos. Nicolas II est obligé de faire des concessions. Dernier baroud d'honneur d'une dynastie à bout de souffle. Il engage des réformes, accorde à ses sujets la liberté d'expression et de réunion et permet au Parlement de voter des lois. Le manifeste d'octobre, qui entérine ces mesures, est lu à haute voix dans la grande salle du trône du palais d'hiver. La même année, le tsar reçoit pour la première fois Raspoutine, qui le tutoie et l'appelle Batiouchka, petit père. Le soir, le souverain note dans son journal « J'ai fait la connaissance d'un homme de Dieu, Grigori. Le tsar et la tsarine étaient persuadés que les gens simples les soutenaient. Ils ont cru jusqu'à la fin en l'existence d'une Russie de paysans simples et bons, croyant en Dieu et en un tsar élu de Dieu. Raspoutine était à leurs yeux le représentant de ces gens simples et l'incarnation de leur lien avec cette Russie authentique. Raspoutine a une vision bien plus réaliste de la situation de ses compatriotes. Mais ces récits plaisent au tsar, qui rêve d'une vie rustique.
Raspoutine était très certainement un grand voyant, un grand médecin et aussi certainement avec un fluide magnétique. Il était aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui un prédicateur itinérant, mais aussi un psychologue. Il était capable de donner des conseils aux gens dans toutes les situations de la vie. Sous les dorures du palais d'hiver, Raspoutine détonne. Mais il a désormais accès aux appartements impériaux. Fin psychologue, il a compris combien la tsarine avait besoin de lui. Là où les médecins ont abandonné tout espoir de guérir le jeune Alexis, le moine parvient, lui, à arrêter ses saignements. L'impératrice est donc prête à croire à ses immenses pouvoirs. Sa position était assez délicate. Et le fait que la famille du tsar cherche à cacher ses relations avec Raspoutine ne pouvait qu'attiser les curiosités. La famille de l'empereur essaie d'éloigner le mystique de la cour. Mais à chaque nouvelle alerte, il est rappelé auprès du tsarévitch. Comme tous les enfants, Alexis aimerait jouer avec des camarades de son âge. Mais il prendrait ainsi un gros risque. Raspoutine parvient cependant à des résultats encourageants avec lui. Y a-t-il une explication rationnelle ? Les douleurs entraînent des effets secondaires, comme l'augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. C'est néfaste en cas de saignement. Si on réussit à apaiser le patient, on lui permet de se détendre. La circulation sanguine est alors moins abondante, ce qui contribue à stopper l'hémorragie. Alors, indéniablement, un guérisseur. Et puis ça s'est su dans le village et dans la région. Et puis au moment où la couple impériale a eu son petit-fils hémophile, et ben voilà, on leur a tout naturellement présenté un guérisseur qui était si connu dans toute la région. Donc un saint. Ma foi, non. Laurence Huot-Solofiev avait 12 ans quand elle a appris l'identité de son arrière-grand-père. Sa grand-mère, Maria, fille de Raspoutine, est le seul membre de la famille à avoir survécu à la Révolution russe. Elle a ensuite émigré à Paris. Dans une lettre adressée à Raspoutine, la tsarine s'extasie. Je ne trouve le repos et la paix de l'âme que lorsque toi, mon maître, tu te trouves assis à mes côtés. Lorsque je te baise les mains et pose ma tête sur ton épaule bénie. Comme je me sens légère alors. Toutes ces rumeurs de liaison supposée entre la tsarine et Raspoutine ne reposaient sur rien. C'était un pur fantasme. L'histoire regorge de ce genre de situation, où le cours des choses est déterminé par un mensonge. Alexandra s'est toujours sentie étrangère en Russie. Elle évolue dans un milieu de tradition et d'intrigue où l'étiquette est primordiale. Raspoutine lui ouvre de nouveaux horizons, la possibilité d'une vie simple, loin des contraintes. Voilà qui laisse la cour perplexe, inquiète, irritée. Pourtant, même le tsar défend son protégé. Que diriez-vous si je vous avouais que c'est uniquement grâce à ces prières que j'ai surmonté ces années difficiles? La tsarine et moi-même, n'avons-nous pas le droit d'entretenir nos propres relations et de fréquenter qui bon nous semble? Le palais d'hiver, qui abrite aujourd'hui le musée de l'Ermitage, se trouve au cœur de Saint-Pétersbourg. Nicolas II n'y réside pas au quotidien. Ignorant les tensions qui agitent son empire, il préfère se retirer dans la sphère privée et s'installer à Tsarskoye Siela, littéralement le village des tsars, à quelques kilomètres de la capitale. En 1904, le couple impérial
fait du palais d'Alexandre sa résidence principale. Ici, la tsarine cultive ses affinités avec un peuple russe qu'elle idéalise, alors qu'elle n'a aucune idée du quotidien, des préoccupations et de la misère de ses sujets. Même à la cour, elle fuit son entourage russe. Les courtisans, de leur côté, jugent l'impératrice froide. Discrète et courtoise, elle réprouve leurs mœurs dissolues. À l'extérieur, le monde se désintègre. À Tsarskoye Siela, on se promène en toute insouciance. Nous nous trouvons dans le centre de Tsarskoye Siela, à 2 minutes à pied du palais Catherine, principale résidence d'été des souverains russes, et à 5 minutes à pied, dans l'autre direction, du palais Alexandre, édifié à la fin du XVIIIe et qui est devenu au XIXe la résidence principale de la famille impériale à Tsarskoye Siela. Anna Virubova, qui était la dame d'honneur, mais aussi la meilleure amie de l'impératrice Alexandra Fyodorovna, a dû passer ici une dizaine d'années sans interruption. La tsarine et le tsar venaient souvent prendre le thé chez elle le soir. L'impératrice apportait des bonbons et des fruits confits, l'empereur une petite bouteille de sherry brandy. Lorsqu'il y avait des courants d'air, ils se serraient autour de la cheminée, les jambes repliées sur les fauteuils. Il faisait très froid en hiver. Le couple impérial appréciait beaucoup l'atmosphère simple de cette petite maison accueillante. Anna Virubova fait également partie des admiratrices de Raspoutine. Elle est même devenue son amie. C'est aussi chez elle qu'Alexandra retrouve le moine. Mais en cette veille de révolution, la noblesse de Saint-Pétersbourg est survoltée. Certaines dames de la bonne société récupèrent le linge de corps imprégné de la sueur de Raspoutine auprès de sa femme de chambre. Elles le suivent dans ses périples en Sibérie, se jettent littéralement à ses pieds. Petit à petit, le moine est entouré d'une aura mystique et érotique qui perdure jusqu'à nos jours. Les femmes, c'est effectivement une question délicate. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'aucune des victimes présumées des agressions ou tentatives d'agression qui lui ont été attribuées n'ont jamais porté plainte. Ces accusations reposent uniquement sur les souvenirs de quelques dames. Et si on y regarde bien, ils ressemblent plutôt à des fantasmes érotiques. Alors, Raspoutine et les femmes. Eh bien oui. Raspoutine, il attirait tout le monde. Avec sa position sociale par rapport au tsar, bien sûr qu'il était intéressant. Et surtout, il n'avait pas besoin de courir après. On lui apportait des filles, on lui apportait des femmes, des épouses. Raspoutine pouvait donc repérer le manque d'amour, le manque d'affection chez les gens, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants. Il avait une manière d'y remédier en caressant les gens sur l'avant-bras. Or, un geste d'une telle provenance, puisqu'il était paysan, était incompréhensible à l'époque. Raspoutine intéresse aussi les hommes mariés qui veulent faire carrière à la cour. Pour obtenir ses faveurs, ceux-ci n'hésitent pas à mettre leur épouse à sa disposition. Le moine sait apprécier les plaisirs de la vie. Le restaurant du Grand Hôtel Europe, non loin de son appartement, correspond à son goût désormais raffiné.
Grigori Raspoutine fréquentait assidûment cet hôtel et ce restaurant. Les documents dont nous disposons ne nous permettent malheureusement pas de confirmer une seule de ses visites dans cet établissement. Il y a dîné en compagnie de banquiers et de 2 charmantes personnes de sexe féminin, dont les noms ne figurent pas dans le procès-verbal de la police. Nous avons la preuve de sa présence ici ce soir-là, grâce à ce rapport de police et grâce à la surveillance dont il faisait l'objet de la part des services de sécurité. Le dîner s'est prolongé jusqu'à 2 heures du matin, mais il n'est rentré chez lui que vers 7 heures, selon le rapport de police. Ce n'était pas l'ivrogne invétéré, chronique et congénital qu'on a essayé de dépeindre pendant des années. Mais je veux bien croire que dans ce milieu qui voulait sa perte, il est recommencé à boire. En revanche, je n'accorde aucun crédit à toutes ces histoires de maisons closes et d'orgies à n'en plus finir. Je n'y crois pas. Peu avant le début de la Première Guerre mondiale, Raspoutine est blessé d'un coup de couteau lors d'un voyage en Sibérie. Il met alors en garde le tsar. Mon cher ami, je te le redis, une terrible tempête s'est abattue sur la Russie. Elle apporte le malheur et la souffrance. Une nuit noire est tombée sur une mer de larmes infinies, qui sera bientôt une mer de sang. C'est une horreur indescriptible. Je sais que tous te pressent de déclarer la guerre, même ceux qui te sont fidèles. Ils ignorent que c'est la débâcle assurée. Tu es le tsar, le père du peuple. Ne laisse pas les foules emporter et entraîner le peuple dans leur chute. Il se noiera dans le sang, et son malheur sera sans fin. Cette ingérence aurait, paraît-il, déplu à Nicolas. Le lendemain de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie en août 1914, il apparaît aux côtés d'Alexandra sur le balcon du palais d'hiver et fait face à la foule. Pour la dernière fois dans l'histoire, le souverain et son peuple sont encore unis dans l'espoir d'une victoire sur l'ennemi, l'Allemagne, le pays d'origine de la tsarine et de nombreux parents des Romanov. Jusqu'au dernier moment, Nicolas a espéré pouvoir se tenir à l'écart du conflit. C'est par simple précaution qu'il a mobilisé ses troupes à la frontière sud-ouest de la Russie. Un geste mal interprété par son cousin Guillaume II, l'empereur allemand, qui déclare la guerre à son cher Niki. C'est un poids supplémentaire sur les épaules du tsar, déjà affaibli. Il cède au va-t-en-guerre. La suite est tristement prévisible. C'est une crise en grande partie causée par la Première Guerre mondiale. Une crise du pouvoir, une crise dynastique. Nicolas est un monarque faible. Un monarque qui installe son quartier général sur le front en septembre 1915. Pour moi, il s'agit de son premier faux pas. Tandis que Nicolas mène la guerre, Alexandra prend en main les affaires gouvernementales. Mais elle ne manifeste aucun talent pour cette nouvelle activité. Raspoutine reste son plus proche conseiller. L'influence du moine surpasse bientôt celle de bien des ministres. Sans surprise, de nombreux nobles reprochent à Raspoutine et à la tsarine, désormais très impopulaire, le déclin de l'Empire russe. Pendant la guerre, les sentiments anti-allemands sont très forts. La tsarine est allemande. On la soupçonne de trahison. Des rumeurs circulent quant à l'existence d'une ligne directe entre le quartier général allemand et Tsarskoye Siela. Tout cela inquiète le pays et ravive les tensions. Écoute notre ami et fais-lui confiance. Il est important que nous puissions compter non seulement sur ses prières, mais aussi sur ses conseils.
écrit Alexandra à Nicolas en juin 1915. Le paysan sibérien a désormais un rôle à jouer dans le grand concert politique européen. Pour les puissants de l'Empire, Raspoutine est depuis longtemps l'incarnation du mal. Dans le contexte désastreux de la guerre, il ne tarde pas à devenir un bouc émissaire. Raspoutine a été le premier à établir une relation entre la fin de la Russie, la fin de la dynastie tsariste, et sa propre mort, s'il était tué de mort violente. Il l'a dit à plusieurs personnes pendant plusieurs années de suite, « Si je meurs, ce sera la fin de la Russie ». Il a essayé d'avoir une influence. Et on a essayé de le manipuler pour avoir une influence en l'utilisant. Mais son rôle politique a été largement exagéré. C'était une rumeur, mais une rumeur qui a fini par devenir une vérité attestée. Quand des diplomates, des fonctionnaires, des officiers de la garde ou du quartier général des armées vous présentent cette rumeur comme quelque chose d'établi, comment ne pas y croire? Par conséquent, beaucoup de gens pensaient que pour sortir de la crise, Raspoutine devait disparaître. Des complots se trament en secret dans les hautes sphères de la noblesse. Le prince Félix Yusupov, l'un des conspirateurs, se souvient. Mes rencontres répétées avec Raspoutine et tout ce que j'ai entendu à son sujet m'ont conforté dans la conviction qu'il est à l'origine de tous les malheurs de la Russie. Supprimer Raspoutine, ce serait dans le même temps annihiler cette force satanique qui tient dans ses griffes le tsar et la tsarine. Le prince Yusupov occupe une position sociale élevée grâce à l'immense richesse de sa famille. C'est ce qui l'autorise à formuler ce jugement sans appel au sujet de celui qu'il voit comme un être démoniaque cherchant à renverser l'ordre établi. Il réunit plusieurs comploteurs. Parmi eux, son amant, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin de Nicolas. En effet, Yusupov est homosexuel, quoique marié à une nièce du tsar. Comment ce bon vivant en est-il venu à planifier un assassinat? Les motivations réelles du prince Félix Yusupov ne sont pas encore tout à fait connues. On pense que d'un côté, il a été sous pression de la part de sa famille, en particulier de sa mère, Zinaïda. Il s'agissait d'un complot pour que le tsar perde sa couronne et qu'on change à l'intérieur de la dynastie. Il y a certainement aussi un élément sexuel dans l'assassinat, puisque 2, sinon 3 des assassins ou des complices étaient des homosexuels actifs. Le député de la Douma, Purishkevitch, était lui-même exhibitionniste. Donc il y a, quand on voit tous ces hommes qui s'en prennent à un qui est reconnu pour son autorité sur les femmes, il y a un élément sexuel dans l'assassinat, c'est certain. Yusupov relate dans ses mémoires: Le plus simple était de l'éliminer avec du poison, afin de brouiller les pistes plus efficacement. Mes amis pensaient comme moi que cet assassinat devait passer pour une disparition mystérieuse et qu'il fallait garder le secret le plus strict sur ces circonstances précises. Notre demeure au bord de la Moïka fut choisie pour la mise à mort. Raspoutine vit non loin du palais des Yusupov. Son appartement de 5 pièces payé par la cour et surveillé par la police secrète est une antichambre du pouvoir où se prennent des décisions politiques. Le moine devine-t-il que sa fin est proche? Il écrit: Je pressens que je serai mort au 1er janvier.
Je voudrais expliquer quelque chose au peuple russe, au tsar et à la tsarine, aux enfants et à la Russie tout entière. Si un membre de ta famille porte une responsabilité dans ma mort, tes proches et tes enfants ont moins de 2 ans à vivre. Le peuple russe les tuera. Nicolas ignore manifestement ces paroles prophétiques. Raspoutine, quant à lui, accepte une invitation au palais Yusupov où Félix veut soi-disant lui présenter son épouse Irina. Par mesure de précaution, c'est le prince en personne qui vient chercher Raspoutine chez lui. Des policiers montent habituellement la garde dans son escalier. Mais Yusupov attend qu'il soit parti et arrive après minuit par l'escalier de service. Raspoutine l'attend avec impatience. Il sait pourtant que l'on cherche à l'assassiner. La voiture de Félix les conduit au palais Yusupov, somptueuse demeure pétersbourgeoise auréolée de mystère, dissimulée derrière une façade discrète. La famille du prince est très riche, grâce à de généreuses donations des tsars. Depuis des siècles en Russie, les services rendus à la couronne sont récompensés par des terres et des serfs. Dans les années 1910, les Yusupov sont probablement les plus grands propriétaires fonciers au monde. Ils possèdent des villes entières, mais aussi des richesses minières près de la mer Caspienne. Leurs demeures n'ont rien à envier au faste et au luxe de la résidence impériale. Ce palais de ville de Saint-Pétersbourg a été aménagé par les meilleurs décorateurs français et italiens qui n'ont pas lésiné sur le velours, la soie, les brocarts, les bois nobles et les tableaux. Le palais dispose même d'un théâtre. De nos jours, des concerts ont encore lieu dans cette salle baroque de 200 places. Mais pour le visiteur d'aujourd'hui, le clou du spectacle se situe au sous-sol. Une mise en scène macabre avec des figures de cire. Dans l'une des pièces, des conspirateurs se tiennent en embuscade. On reconnaît le député Vladimir Pourishkevitch et le grand-duc Dimitri. Félix Yusupov et Raspoutine se trouvent dans la pièce d'à côté. Je lui proposai d'abord les biscuits qui n'étaient pas empoisonnés. Ce n'est qu'un peu plus tard que je lui passai l'assiette des gâteaux contenant le cyanure. Il les refusa d'abord. Puis, il en prit un, suivi d'un autre. Incapable de détacher mon regard de lui, je le regardais engloutir un gâteau après l'autre. Le cyanure aurait dû faire effet immédiatement, mais, à ma grande stupeur, Raspoutine continuait à me parler comme si de rien n'était. L'histoire selon laquelle les petits gâteaux auraient été empoisonnés, ça fait partie de la légende que les assassins ont propagée, parce qu'on sait que Raspoutine ne mangeait jamais de sucreries, il n'aimait pas le sucre. Sa fille l'a toujours dit et la famille le sait encore aujourd'hui. Et ce qui est aussi important, c'est que l'autopsie n'a pas confirmé la présence de poison et de sucre dans le corps de Raspoutine. Une fin romancée pour un personnage mythique. Raspoutine parvient, dit-on, à s'enfuir du sous-sol du palais. À l'extérieur, il est abattu de 3 coups de feu.
La cour dans laquelle nous nous trouvons paraît aujourd'hui bien banale, avec son espace de jeu pour les enfants du quartier. C'est par cette porte que Raspoutine est arrivé en courant. Et c'est ici qu'ont retenti les coups de feu tirés par ses assassins. Devant cette porte, il y a des fleurs. Certaines personnes considèrent Raspoutine comme un saint et viennent encore aujourd'hui déposer des roses rouges près de cette porte, en souvenir de sa mort le 16 décembre 1916. Le cadavre est traîné jusqu'à la voiture du grand-duc Dimitri. Destination, un pont isolé sur la Neva. C'était un vrai hiver russe, très froid. En décembre 1916, le 16 décembre, il gelait. Il y avait de la glace partout. Les petits canaux, les cours d'eau étaient gelés. Nous sommes près du pont Petrovski, juste en dehors du centre-ville. De ce côté-ci, cette étendue toute blanche, c'est le delta de la Neva, et plus loin, le golfe de Finlande. Quand on regarde le plan de Saint-Pétersbourg, on voit bien que c'est très excentré et on se demande tout naturellement pourquoi ils ont choisi cet endroit pour se débarrasser du corps de Raspoutine. En fait, les conjurés voulaient absolument que le corps disparaisse, qu'on ne le retrouve pas. Et pour cela, l'endroit était idéal. Notamment parce qu'ici, même en plein hiver, même quand il fait très froid, il reste toujours des zones où le fleuve n'est pas gelé. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y avait un fort courant, mais une bonne partie du fleuve était prise par la glace, et le corps, au lieu d'aller se perdre dans le golfe de Finlande, a fini coincé contre la berge gelée. Pour moi, la version donnée dans ses mémoires par Félix Yusupov est de toute évidence destinée à cacher ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 17 décembre 1916. Il ne cherche pas à établir la vérité. Nous disposons également du témoignage de Vladimir Purishkevitch, dont nous savons qu'il se trouvait lui aussi dans le palais de la famille Yusupov cette nuit-là. Il ment lui aussi, mais un peu différemment. Manifestement, il ne s'était pas entendu sur l'histoire à raconter. Il est certain que Raspoutine a été torturé. Je pense que la soupe qu'on lui a servie était empoisonnée, juste assez pour le mettre KO, de manière à ce qu'on puisse l'attacher. Il fallait donc qu'il puisse donner le nom de ses complices, et c'est pour cela qu'on l'a torturé plusieurs heures d'affilée. Il a été ensuite exécuté, puisqu'on sait qu'il y a eu 3 balles de tirées dans son corps, dont une au front à bout portant. Ces photos retrouvées il y a quelques années relègue au rang de fantasmes toutes les hypothèses antérieures. Il existe même une version selon laquelle un officier anglais aurait participé à l'assassinat de Raspoutine. On sait en tout cas que les diplomates anglais ont quitté précipitamment la Russie après le meurtre de Raspoutine. Je peux vous montrer. Tenez, lisez. Regardez qui a traduit et édité ça. Publié à Londres. Cela non plus, ce n'est pas un hasard. Oswald Reiner est l'un des Anglais qui s'empressent de quitter le territoire russe. Cet agent secret est un ami de Yusupov, qu'il a connu à Oxford. Il réside à l'hôtel Astoria. Les positions anti-guerre de Raspoutine vont à l'encontre des intérêts de son pays. En décembre 1916, il se murmure que le tsar est prêt à signer une paix séparée avec Guillaume II. Mais la Grande-Bretagne a tout intérêt à ce que l'Allemagne continue à se battre en Europe de l'Est. En cas d'accord de paix séparée, les Allemands auraient pu désengager 400 000 hommes du front Est pour les redéployer à l'Ouest. C'est pourquoi les pays de l'Entente, et en premier lieu la Grande-Bretagne, ne voulaient pas en entendre parler.
À mon avis, la version selon laquelle les services secrets britanniques, en la personne d'Oswald Rayner, auraient participé à l'élimination de Raspoutine est tout à fait plausible. Yusupov, il a fait une scène hollywoodienne, en quelque sorte, dans la mesure où il s'est donné le meilleur rôle. C'est légitime. N'importe qui aurait fait ça. Je comprends très bien. Que pouvait-il dire d'autre? Le grand-duc Dimitri Pavlovitch était probablement au courant de la tentative de torture à l'encontre de Raspoutine, mais pas de son assassinat. Parce que si l'on tue le seul homme dans tout l'Empire russe qui est capable de soigner le tsarevitch, qu'il connaissait très bien, alors on tue le petit Alexis. Et ça, le grand-duc Dimitri Pavlovitch ne l'aurait pas accepté, ne l'aurait pas toléré. Penser qu'un membre de ma dynastie a le sang d'un simple paysan sur les mains me remplit de honte. Lorsque le corps de Raspoutine est retrouvé 2 jours après son assassinat, Alexandra voit son monde s'écrouler. À la demande de l'impératrice, il est inhumé à Tsarskoye Siela. Nous nous trouvons tout au bout du parc Alexandre. Cette partie du parc était jadis une réserve de chasse. C'est ici qu'a été enterré Raspoutine. Le monument commémoratif que vous voyez derrière moi a été élevé dans les années 1990, à l'initiative de passionnés d'histoire russe et d'admirateurs de Grigori Raspoutine. Au lendemain de la révolution de février, on a immédiatement cherché où se trouvait la tombe de Raspoutine. Un militaire, ancien membre de la garde, s'est souvenu de l'endroit. Le cercueil a été exhumé et ramené à Saint-Pétersbourg sur ordre du gouvernement provisoire. Il a finalement été décidé de faire disparaître les restes. Le corps de Raspoutine a été incinéré dans une chaudière de l'Institut Polytechnique et ses cendres ont été dispersées. Des menaces de destitution pèsent sur Nicolas II. Les conspirateurs sont condamnés à des peines clémentes. Yusupov est assigné à résidence dans une propriété familiale du centre de la Russie, tandis que Dimitri est exilé sur le front de Perse. Ironie de l'histoire, cette punition permet aux 2 hommes de sortir indemnes de la Révolution. Dans les années 1920, ils émigrent à Paris, où Félix est célébré comme un sauveur de la nation. Son récit très romancé de la fin de Raspoutine renforce encore le mythe entourant le moine. L'identité des assassins n'est pas communiquée à la population. On craint que les esprits s'enflamment dans cette atmosphère insurrectionnelle. Si la noblesse elle-même se rebelle contre le tsar, de quoi serait capable le peuple russe ? D'une révolution. Les dramatiques conséquences de la guerre catalysent le mécontentement vis-à-vis du régime. Les soldats réclament du pain et la paix. Ce sera le mot d'ordre de la révolution. Après l'assassinat de Raspoutine, Nicolas II se maintient encore 2 mois au pouvoir. Le moine n'avait-il pas prédit que sa mort marquerait la fin de la dynastie des Romanov, vieille de 3 siècles? Le journal du tsar est conservé aux archives d'État de la Fédération de Russie. À la date du 2 mars 1917, on peut lire « Mon abdication est nécessaire. Toutefois, je ne m'y résous que pour sauver la Russie. Le même jour, le tsar signe son acte d'abdication. Il se rend ensuite à Tsarskoye Siela, où sa famille est assignée à résidence.
En 1917, dès l'abdication du tsar, le gouvernement s'est demandé ce qu'il allait faire de lui. L'idéal pour les dirigeants était qu'il parte en exil, mais Nicolas s'y refusait. Ils étaient naïfs. Ils pensaient que dès l'instant où il abdiquerait, il n'y aurait plus de problème. Il résiderait en Livadie, ce qui finalement était assez conforme aux aspirations d'un homme qui avait vécu comme une terrible épreuve la vingtaine d'années passées à la tête de cet immense empire. Un fardeau énorme pour un homme qui, pour dire les choses gentiment, n'était pas à la hauteur de la tâche incombant à un monarque omnipotent. La révolution durera plusieurs années et bouleversera le pays en profondeur. La répression bolchevique oblige la noblesse à fuir le pays. Beaucoup de Russes blancs mourront à l'étranger dans la misère. En août 1917, la famille impériale est transférée en Sibérie où elle passe un an totalement coupée du monde avant d'être assassinée le 16 juillet 1918. Comme une confirmation supplémentaire de la prédiction de Raspoutine. Et je dirais qu'il a toujours été droit, sincère, fidèle et loyal, avec sa famille, avec son tsar, avec son Dieu.